Je ne pensais pas à lui quand je formais le projet de rejeter Anne de notre vie. Je savais qu'il se consolerait comme il se consolait de tout. Une rupture lui coûterait moins qu'une vie rangée. Il n'était vraiment atteint et miné que par l'habitude et l'attendu, comme je l'étais moi-même. Nous étions de la même race, lui et moi. Je me disais tantôt que c'était la belle race pure des nomades, tantôt la race pauvre et desséchée des jouisseurs. En ce moment, il souffrait. Du moins, il s'exaspérait. Elsa était devenue pour lui le symbole de la vie passée, de la jeunesse, de sa jeunesse surtout. Je sentais qu'il mourait d'envie de dire à Anne « Ma chérie, excusez-moi une journée. Il faut que j'aille me rendre compte auprès de cette fille que je ne suis pas un barbon. Il faut que je réapprenne la lassitude de son corps pour être tranquille. » Mais il ne pouvait pas lui dire. Non parce que Anne était jalouse, ou foncièrement vertueuse et intraitable sur ce sujet, mais parce qu'elle avait dû accepter de vivre avec lui sur les bases suivantes. Que l'ère de la débauche facile était finie. Qu'il n'était plus un collégien, mais un homme à qui elle confiait sa vie, et que par conséquent, il avait à se tenir bien, et non pas en pauvre homme, esclave de ses caprices. On ne pouvait le reprocher à Anne. C'était parfaitement normal et sain comme calcul. Mais cela n'empêchait pas mon père de désirer Elsa. De la désirer peu à peu, plus que n'importe quoi. De la désirer du double désir que l'on porte à la chose interdite. Et sans doute, à ce moment-là, pouvais-je tout arranger. Il me suffisait de dire à Elsa de lui céder et, sous un prétexte quelconque, d'emmener Anne avec moi à Nice ou ailleurs passer l'après-midi. Au retour, nous aurions trouvé mon père détendu et plein d'une nouvelle tendresse pour les amours légales, ou qui, du moins, devait le devenir dès la rentrée. Il y avait aussi ce point que ne supporterait point Anne. Avoir été une maîtresse comme les autres, provisoire. Que sa dignité, l'estime qu'elle avait d'elle-même nous rendait la vie difficile. Mais je ne disais pas à Elsa de lui céder, ni à Anne de m'accompagner à Nice. Je voulais que ce désir au cœur de mon père s'infestât et lui fit commettre une erreur. Je ne pouvais supporter le mépris dont Anne entourait notre vie passée, ce dédain facile pour ce qui avait été pour mon père, pour moi, le bonheur. Je voulais non pas l'humilier, mais lui faire accepter notre conception de la vie. Il fallait qu'elle sût que mon père l'avait trompée, et qu'elle prît cela dans sa valeur objective, comme une passade toute physique, non comme une atteinte à sa valeur personnelle et à sa dignité. Si elle voulait à tout prix avoir raison, il fallait qu'elle nous laissât avoir tort. Je faisais même semblant d'ignorer les tourments de mon père. Il ne fallait surtout pas qu'il se confiât à moi, qu'il me forçât à devenir sa complice, à parler à Elsa et écarter Anne. Je devais faire semblant de considérer son amour pour Anne comme sacré et la personne d'Anne elle-même. Et je dois dire que je n'y avais aucun mal. L'idée qu'il pût tromper Anne et l'affronter me remplissait de terreur et d'une vague admiration. En attendant, nous coulions des jours heureux. Je multipliais les occasions d'exciter mon père sur Elsa. Le visage d'Anne ne me remplissait plus de remords. J'imaginais parfois qu'elle accepterait le fait et que nous aurions avec elle une vie aussi conforme à nos goûts qu'aux siens. D'autre part, je voyais souvent Cyril et nous nous aimions en cachette. L'odeur des pins, le bruit de la mer, le contact de son corps. Il commençait à se torturer de remords. Le rôle que je lui faisais jouer lui déplaisait au possible. Il ne l'acceptait que parce que je lui faisais croire nécessaire à notre amour. Tout cela représentait beaucoup de duplicité, de silence intérieur, mais si peu d'efforts, de mensonges. Et seul, je l'ai dit, mes actes me contraignaient à me juger moi-même. Je passe vite sur cette période, car je crains, à force de chercher, de retomber dans des souvenirs qui m'accablent moi-même. Déjà, il me suffit de penser au rire heureux d'Anne, à sa gentillesse avec moi, et quelque chose me frappe, d'un mauvais coup bas,
me fait mal. Je m'essouffle contre moi-même. Je me sens si près de ce qu'on appelle la mauvaise conscience que je suis obligée de recourir à des gestes. Allumer une cigarette, mettre un disque, téléphoner à un ami. Peu à peu, je pense à autre chose. Mais je n'aime pas cela, de devoir recourir aux déficiences de ma mémoire, à la légèreté de mon esprit, au lieu de les combattre. Je n'aime pas les reconnaître, même pour m'en féliciter.